Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Faire une pause après 200 épisodes. Sur cet épisode, vous n'entendrez que moi. Nous voici au 200e épisode. En réalité, il y en a plus parce que j'ai enregistré une vingtaine de hors-séries, mais symboliquement, je voulais un peu marquer le coup et vous expliquer pourquoi j'avais lancé ce podcast, ce qui m'anime, qui je suis et les apprentissages de ces presque 4 années de podcasting. Le temps passe. Depuis 2020, j'ai eu le privilège de rencontrer près de 250 experts du domaine, m'immergeant dans des sujets aussi variés que le private equity, le capital risque, la banque, les systèmes de paiement, le CFO stack, les tendances en crypto et de nombreux autres sujets. Ce 200e épisode n'est pas qu'une simple célébration, il symbolise aussi un regard en arrière sur les tendances marquantes, les collaborations fructueuses et surtout les compétences et les qualités de tous les entrepreneurs hors pair que j'ai eu la chance de côtoyer. Avec mon matériel à mes côtés depuis le départ et une détermination sans faille, chaque semaine a vu naître un nouvel épisode reflétant ma passion inébranlable pour ce domaine. Je vais vous parler de la manière dont je me suis lancée, des soft skills que j'ai découverts, des tendances que j'ai suivies et des apprentissages en matière d'entrepreneuriat. Alors pour ce 200e épisode spécial, attendez-vous à un voyage à travers le temps, une plongée profonde dans ce que FinScale a découvert, partagé et célébré. Je suis impatiente de partager cette synthèse avec vous. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné dans cette aventure. Je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode spécial de FinScale. Et comme je vous le dis chaque semaine, je compte sur vous pour noter cet épisode sur les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcast. C'est aussi un moyen pour moi d'avoir vos retours. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais vous demander d'être indulgent avec moi. C'est pas un exercice facile de parler toute seule face à son micro. Alors juste pour revenir sur le lancement de FinScale, quand j'ai lancé le podcast au tout départ, mon objectif c'était pas la renommée, la monétisation. En fait, j'y ai absolument pas pensé. Mais c'était plutôt une soif viscérale que j'avais de mettre en lumière des initiatives que je voyais autour de moi qui naissaient. Et je trouvais intéressant de comprendre comment ça fonctionnait vraiment de l'intérieur. Et puis, j'étais intéressée de partager ce savoir que j'avais et tout ce que je découvrais dans les discussions que j'avais avec pas mal d'entrepreneurs. Et donc, j'ai voulu partager cette curiosité avec mon écosystème, donc en fait, notre écosystème. Et donc, l'idée, ça a toujours été de démystifier des business models, des sociétés, des initiatives, des projets, et d'aller dans des coins assez reculés en finance, aller approfondir des sujets qui n'étaient pas forcément traités dans les médias traditionnels, en tout cas pas de façon très profonde. Donc, ça a vraiment été ça l'idée de départ, et en fait, ça reste complètement ça encore aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui m'anime. Alors pour ceux qui m'écoutent depuis le tout départ, et en fait je réalise que personne ne sait vraiment qui je suis et ce que je fais, parce que je parle pas trop de moi dans mes épisodes. Je laisse mon invité en tout premier lieu se présenter et nous parler de ce qu'ils font, mais pas forcément de moi, donc je vais quand même me représenter rapidement. Je suis une personne hyper passionnée, mais ça je pense que vous en êtes rendu compte. Voilà, beaucoup dans le partage, l'échange, je passe mon temps à envoyer à droite, à gauche, des lectures que j'ai à un tel, parce que je trouve que c'est... Voilà, j'aime bien partager, et j'adore aussi quand on me partage des choses pour encore approfondir mon savoir, et je suis une insatiable de connaissances. Voilà, j'aime beaucoup lire aussi. Voilà, j'aime les gens. J'ai 4 enfants, je suis mariée, j'adore la montagne. Je fais beaucoup de trail, du trek et également de la haute montagne. Je vis au Luxembourg, mais je me balade beaucoup en Suisse et en France, notamment à Paris. Et ça fait 20 ans que je travaille en finance, déjà. J'ai commencé à bosser chez UBS en tant que gestionnaire de portefeuille. Donc, je travaillais en banque privée et je gérais des portefeuilles en gestion conseil. Donc, j'étais en contact avec les clients en direct, et voilà, je faisais des arbitrages dans les portefeuilles. Je recommandais des fonds d'investissement, je faisais des stratégies d'options, je montais des structurés, etc. Et puis, après la crise des subprimes, j'étais quand même assez marquée. J'ai décidé que je voulais plus gérer. Et j'ai en fait continué à être en relation avec les clients, mais plus en gestion. Et je me suis de plus en plus occupée des sujets de lancement, d'initiatives, de lancement de mandats, de lancement de produits, lancement de units, lancement de pays. Et j'ai rejoint le groupe suisse, donc un autre groupe suisse, c'est pour ça que je vais souvent en Suisse aussi, qui s'appelle Lombardier. Et là, j'ai fait pas mal de projets d'envergure européenne, des projets qui étaient quand même pas mal liés à la réglementation.
et vraiment des projets hyper entrepreneuriaux, parce que c'est une banque qui est une banque assez entrepreneuriale. Et en 2015, en fait, en parallèle de mon job, juste après la naissance de mon quatrième enfant, j'ai créé, quand je dis juste après, c'est vraiment, je suis rentrée de la maternité, j'ai tout de suite été chez le notaire pour signer les papiers de la création de ma boîte, parce que je voulais entreprendre dans la tech. Et donc, j'ai lancé ce business en 2015. J'ai été dans un incubateur de start-up. C'était super intéressant. Alors, ça n'a pas été un grand succès, soyons honnêtes, mais ça m'a permis de me rendre compte en fait de tout ce que je ne savais pas. Et c'est là que je me suis dit, finalement, c'est l'occasion pour moi. J'avais l'occasion de rejoindre une start-up, donc je me suis dit, je vais vraiment saisir cette occasion-là. C'est super, je vais pouvoir savoir, comprendre comment ça fonctionne en start-up. Donc, je suis allée bosser pendant 2 ans dans une start-up en RegTech pour monter un produit. Donc, toujours dans le secteur financier, mais cette fois-ci, vraiment dans la partie produit. Super intéressant pour comprendre comment ça fonctionne, ces petites bêtes-là. Et puis, il y a 4 ans, je me suis lancée comme indépendante. Et donc, voilà, depuis le départ, mon objectif, c'était d'accompagner des clients donc au travers de missions de conseil que je faisais, que je fais encore, pour des sociétés plutôt early stage ou des scale-up en fintech, mais également en prenant des mandats de directeur indépendant dans ces sociétés ou dans ces fonds d'investissement. Donc, je suis au bord de quelques fonds en VC notamment, et au bord de fintech. Puis, juste pour préciser, ma spécialité, c'est aussi de créer, de développer des entités régulées, comme des AIFM, des établissements de crédit, sociétés d'investissement, etc. Et puis, j'ai un petit peu de temps que j'alloue pour des étudiants, parce que je trouve ça très important de garder un lien avec la jeunesse. Donc, j'ai la chance de pouvoir un petit peu enseigner et mentorer certains étudiants. Et puis, bien sûr, j'ai ce podcast, mais qui me prend, je dirais, peut-être 20% de mon temps, ce qui n'est pas tant de temps que ça. J'essaie de garder vraiment ça sous contrôle et de m'organiser de telle manière que ça ne puisse pas trop empiéter sur toutes mes autres activités. Et c'est vrai que ça me demande un peu de rigueur. Alors, comment je me suis lancée ? Ça a été en fait le tout départ du lancement. Ça a été une discussion que j'ai eue avec un podcasteur qui est très connu en France, qui s'appelle Mathieu Stéphanie, qui est une personne très talentueuse que j'apprécie beaucoup et qui a eu la gentillesse en 2019 de prendre un café avant un entraînement. Je me souviens très bien. Il partait en entraînement pour du triathlon et il m'a accordé quand même du temps pour qu'on se prenne un café et pour parler de podcasting. Et à cette époque-là, j'avais pas du tout en tête de lancer un podcast, mais je trouvais juste intéressant d'échanger avec lui, de savoir ce qu'il animait, ce qu'il passionnait dans ce qu'il faisait. Et en rentrant de cette discussion, j'ai pris le TGV et là, j'ai une espèce de révélation. Je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je lance un podcast. Et j'en ai parlé avec une cliente chez laquelle j'étais en mission, qui m'a dit, écoute, lance-toi, parce que sinon, tu vas jamais le faire. Là, c'est le faire tant qu'il est chaud. Donc vraiment, je me suis dit, je vais lancer un podcast. Et je pense qu'en 1 semaine, j'avais le nom, le visuel, les premières invités, qui étaient des amis ou d'anciens clients. Et puis, j'ai très rapidement trouvé du matériel pour enregistrer de manière très pro, parce que je voulais un bon son tout de suite. Donc, j'ai investi un petit peu d'argent dans une plateforme d'enregistrement qui est assez conséquente en taille, qui pèse 1 tonne. Et puis, le sujet qui était très important pour moi, c'est qu'au niveau du montage, je n'ai pas à m'en soucier, parce que j'aime pas du tout faire des montages vidéo, audio, ça m'intéresse pas, et surtout, je pense que je suis pas très douée pour ça. Et donc, j'ai eu la chance d'être mise en relation avec Studio Module, qui est toujours le studio qui m'accompagne depuis le tout départ. Morgane Prudhomme, si tu nous écoutes, Morgane, merci beaucoup pour ton travail. C'est vraiment un contact précieux et c'est vraiment ce studio qui m'a permis dès le départ de monter des épisodes, parce que je voulais vraiment dès le départ que ça fasse un peu professionnel quand même, puisqu'on touchait un sujet de com corporate. C'est pas de la com perso, c'est de la com corporate, donc je voulais que ce soit professionnel dès le départ. Et puis, j'ai lancé 3 ans après le départ du podcast français, j'ai lancé l'anglais. Et là, pareil, je voulais vraiment quand même tout de suite avoir un niveau d'anglais qui soit un peu meilleur que je qualifierais mon anglais de Continental English. Il fallait que ce soit vraiment un British. Donc, j'ai une formidable relectrice qui relie tout ce qui sort en termes de contenu en anglais pour avoir ce niveau de professionnalisme.
En ce qui concerne, je termine juste avec ça, sur le Substack, donc j'ai choisi d'envoyer ces newsletters. Donc j'ai une newsletter en français et en anglais qui sort chaque dimanche matin. Et là, pareil, la question s'est posée de savoir quoi prendre. En définitive, j'ai demandé conseil, on m'a conseillé Substack. Et c'est ce qui me permet de, très rapidement écrire mes newsletters. Très souvent, le jeudi ou le vendredi soir, tard, parce que je suis en manque d'inspiration au début de semaine. Donc voilà, ça c'est plus pour la partie lancement un peu pratique. Au niveau des anecdotes, mais c'est rigolo peut-être de vous expliquer un petit peu comment je fais, parce que c'est, comme je vous le disais, c'est 20% de mon temps, donc j'essaye vraiment, je fais dans les trous. Quand j'ai du temps, j'avance par petites touches. Donc c'est vrai que ça m'amène parfois à enregistrer en vacances. Donc par exemple, je suis partie faire un voyage aux États-Unis il y a 1 an et j'ai pris dans ma valise bagage, en bagage cabine, mon énorme plateforme d'enregistrement, donc j'avais plus beaucoup de place pour le reste. Donc j'enregistrais en voyage, en vacances, dans des restaurants, au bord d'une piscine, en rentrant du ski, sur une véranda, au bord de la mer. Enfin, j'ai vraiment, dès que je peux, si l'occasion se présente, j'enregistre avec l'invité en fonction de là où il est. Et puis, j'ai écrit, pareil, dans des endroits un peu insolites, comme je me souviens avoir écrit dans un aéroport à Athènes à 4h du matin, au fin fond de la Norvège, à Chicago en rentrant du musée. Et j'écris très souvent en voiture. Quand je suis avec ma famille, ils savent que je m'isole un peu et donc c'est pas très sympa pour eux, mais je me mets mes écouteurs sur les oreilles et je travaille ou j'écris. Voilà, en voiture, puisque mon objectif, vraiment, c'est toujours le dimanche matin. Il faut absolument que j'ai envoyé. Je suis un petit peu, je pense, psychorigide, mais il faut que les personnes qui me lisent, puisqu'il y en a qui ne m'écoutent pas, mais qui me lisent, eh bien, que cet écrit parte en français et en anglais le dimanche matin. Voilà, c'est programmé comme ça. Alors, je voulais vous donner quelques éléments de contexte. Donc, j'ai lancé le podcast en mai 2020. Et j'ai lancé 1 à 2 épisodes par semaine. Donc ça fait au total plus de 220, puisque j'ai fait, sur un hors-série, j'ai pu en faire 4 ou 5, notamment quand je couvre des événements. Et c'est vrai que j'ai couvert vraiment des pointures dans l'assurance, la banque, l'investissement, dans tous les coins et recoins de la planète FinTech. Je voulais vous donner quelques chiffres pour vous donner du contexte, mais donc FinScale fait des centaines de milliers d'écoutes depuis son tout début, et c'est beaucoup parce que c'est quand même un podcast très niche dans l'immense monde du podcasting, avec une audience vraiment très spécifique, une audience francophone mais aussi anglophone. Et ce qui est chouette, c'est que souvent le podcast se balade dans le top 200 des podcasts Apple Podcasts en France, dans la catégorie business. Donc ça, c'est chouette quand je vois le podcast, parfois même les 2 podcasts en français et en anglais qui sont dans ce classement. C'est chouette pour moi. Et puis, en termes de métriques, j'ai fait partir donc 220 newsletters, donc pas loin d'une centaine en anglais en plus. Et puis à peu près, en termes de post LinkedIn, à peu près... la même chose. Alors, dans les entreprises que j'ai mises sous les projecteurs, il y en a quand même beaucoup qui ont pris leur envol, qui se sont fait racheter. Malheureusement, certaines qui ont dû nous dire adieu. Et puis d'autres qui ont tout simplement choisi de fermer boutique. Côté contenu, on a un chouette cocktail. J'ai fait le point. Donc, il y a 45% de mes épisodes où je parle de FinTech au sens très large, donc InsurTech, FunTech, ContaTech, RegTech, même un épisode sur de la HRTech. 12% autour de l'univers du Web3, de la crypto, de la blockchain. Il y en a 20% qui ont été sortis dans le domaine de l'investissement. Donc, quand je dis investissement, c'est plutôt PVC, mais pas que. Et 7% sur l'impact. Ça va augmenter, je vous promets. Et puis les 10% qui restent, je sais pas, il faudrait que je regarde si j'ai bien fait le compte, mais c'est des acteurs plus traditionnels. Dans les grands noms de la finance que j'ai eu des intervenants qui venaient de Société Générale, Visa, Euronext, le FEI, la BPI, AG2R, Amundi, etc., BNP Paribas. Des associations comme France FinTech ou l'Association européenne des paiements. Et puis, dans l'origine de tous ces acteurs, ça vient de vraiment un peu partout en Europe, la Belgique, la Suisse, le UK, l'Italie, etc. Avec quelques FinTech aux États-Unis ou VC américains. Concernant les gestionnaires d'actifs, alors, comme je le disais,
pas mal de fonds de VC. Puis j'ai fait un petit peu d'épisodes sur des fonds fixed income ou equity, avec des analyses vraiment spécifiques, notamment un épisode sur la mise en place de l'intelligence artificielle pour générer de l'alpha dans les fonds equity. Ça, c'était vraiment un épisode ultra technique avec Béatrice Gaz de AI for Alpha. Mais j'ai beaucoup été sur le non-coté, sur tous les actifs alternatifs, puisque je suis vraiment une big fan depuis 20 ans, en fait, de tous les investissements alternatifs. Donc, on est allé découvrir ensemble la dette privée, le PI, l'impact investing, des fonds de titrisation, des fonds de VC, du growth, etc. Et c'est pour ça que ça me fait rire, parce que quand on me dit que j'ai fait le tour et que je vais arriver au bout, en fait, je ris, parce que le monde de la finance, c'est vraiment un océan. Et j'ai jamais fini de découvrir avec mes invités plein de nouvelles îles. Voilà. J'avais envie de revenir sur les soft skills. J'en parle pas trop dans mes épisodes, mais elles sont fondamentales dans le business, et ça compte aussi beaucoup dans le secteur financier. J'en ai identifié quelques-unes que je voulais un petit peu faire ressortir au travers des discussions que j'ai eues avec tous ces entrepreneurs. La première, je pense que c'est la capacité d'adaptation. C'est le point numéro 1 du développement d'un produit. On revient dessus, c'est vraiment de répondre à un besoin donné, et surtout dans un secteur avec une très forte réglementation, très changeante. Il faut justement faire preuve d'agilité, être capable de s'adapter aux changements, être prêt à évoluer. Et il y a un épisode qui m'a marqué, c'est d'ailleurs sur ce sujet-là qu'on avait approfondi avec mon invité. C'est l'épisode que j'ai enregistré avec Anne To Chang, qui est la fondatrice CEO de Lago, et qui nous explique en fait son pivot, qui est vraiment un pivot à 180 degrés, qui est absolument passionnant, que je vous recommande si vous ne l'avez pas écouté. Et j'avais également parlé de cela avec Adina Grigoriou sur l'épisode Active Asset Allocation, où là, elle était revenue plus sur l'évolution de son offre pour répondre aux besoins de l'industrie de l'assurance. J'avais trouvé très intéressant ces deux interventions. Deuxième soft skills que j'ai clairement identifié, c'est le leadership. Alors j'ai été impressionnée par énormément des entrepreneurs, une grande quantité d'entrepreneurs que j'ai reçus sur le podcast, cette capacité à mener les équipes, à passer des caps, des tailles d'entreprise. Quand je pense à certaines sociétés en particulier, je pense à Alma, Conto, MangoPay, Alan, Ledger, Checkout.com, etc. Et puis c'est aussi le leadership, c'est vraiment aussi cette capacité à prendre des décisions difficiles et assumer la responsabilité des résultats. Et c'est clairement ce qu'on retrouve chez de nombreux entrepreneurs croisés sur le podcast. Je vous cite ceux que je vous ai cités, les fondateurs CEO de ces boîtes-là, mais en fait, je pourrais énumérer une très grande partie des entrepreneurs que j'ai eu sur FinScale et puis que j'ai rencontrés dans le cadre de mes activités à côté. Le numéro 3 que j'avais en tête, c'était aussi cette intelligence émotionnelle. Alors moi, j'y suis particulièrement sensible à titre privé. Je me forme d'ailleurs sur le sujet. Mais ça, c'est le 3, vraiment, je dirais même peut-être en top 1, la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions. Et puis aussi à percevoir et décrypter les émotions des autres. Et ça, c'est fondamental. En tout cas, c'est un des points qui est ressorti dans les discussions que j'ai eues avec tous ces entrepreneurs. Et cette capacité aussi à créer une culture d'entreprise positive, à gérer le stress, à négocier efficacement. Je reviens sur pas mal de mes épisodes sur les biais cognitifs, notamment sur les boards. Et notamment dans un environnement d'affaires qui est souvent vraiment sous pression. J'avais approfondi le sujet avec Romain Vidal et Sarah Jalot, qui sont les partenaires du fonds Teampact, et qui nous expliquent en fait comment, en distillant les valeurs du sport dans l'entreprise, on parvient vraiment à renforcer cette culture d'entreprise et à insuffler les valeurs du sport dans l'entreprise. Passionnant cet épisode. Allez, un dernier, 4e soft skill, c'est celui de la communication. Alors ça se travaille bien sûr pour toutes les startups qui développent du business avec des technos complexes et des réglementations ardues. Alors je pense en particulier à 2 épisodes, même 3 épisodes, Formance, Pono et Numéral, qui ont vraiment couvert des sujets très complexes autour de Formance, c'est Ledger en fintech. Pono, c'était un épisode sur la fiducie.
la modernisation de la fiducie et puis Numéral autour de l'orchestration des paiements. Eh bien, je trouve que ces intervenants, ces fondateurs ont parfaitement réussi à communiquer malgré la complexité du sujet qui les anime chaque jour. Je vous encourage aussi à les réécouter. Et voilà, ça c'était le 4e soft skill. Et puis, en fait, au travers de toutes les discussions, juste pour finir et conclure sur cette partie soft skills, eh bien, moi, je suis très impressionnée par tous les entrepreneurs qui s'attaquent à la face nord des montagnes, qui font preuve de courage, de persévérance, et ceux particulièrement qui se lancent dans la construction d'entités complexes, notamment. Je pense à Memobank, United, qui sont tout de suite allés, ou même Alan, chercher des demandes d'agrément complexes, lourdes, pour vraiment offrir un maximum de services à leurs clients. Et ça leur demande encore une patience incroyable, tant de leur côté que celui de leurs investisseurs. Voilà, bravo à tous. Alors, je voulais communiquer avec vous aussi sur des recettes miracles. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de recettes miracles. C'est juste un teaser. Mais il y a quand même des choses qui marchent. Le premier, dont j'en ai déjà parlé, c'était cultiver une culture d'entreprise forte. On retrouve ça, et j'en parle pas mal avec Arthur Waller sur le dernier épisode que j'ai enregistré avec lui, donc le 2e épisode. Et donc Penny Lane parvient à créer cette culture d'entreprise en interne, qui est vraiment un socle très très important dans leur réussite, un facteur clé de succès, et notamment dans des startups qui sont remote first, ce qui est le cas de Penny Lane. Le deuxième point que je trouve vraiment essentiel, en tout cas qui ressort de toutes les discussions que j'ai pu avoir, c'est aussi le fait de donner du sens à son business. Je pense d'emblée à un épisode qui m'a marqué, qui est celui que j'ai eu sur Sweep. C'est une start-up qui prend sa mission vraiment très au sérieux. Il ne s'agit pas juste d'offrir un service, mais c'est vraiment, on sent cette vision forte dès le départ avec Rachel Delacour, qui est la CEO, qui nous donne vraiment un aperçu de la vision qui est déployée au sein de Sweep, et qui donne vraiment du sens à toute l'entreprise, qui motive, on sent, l'ensemble des collaborateurs pour œuvrer pour un but commun qui est celui de la durabilité. Le troisième point qui est important pour moi, à nouveau à titre personnel, c'est valoriser la diversité. Et je trouve formidable les initiatives qu'ont eues, par exemple, Sistaphone ou Ladies Bone, que j'ai traité il n'y a pas longtemps sur mon podcast, qui permettent de mettre en lumière l'importance cruciale de la diversité et de l'inclusion dans le milieu professionnel. Et ces 2 initiatives qui permettent de confirmer que la diversité, c'est pas juste un enjeu de représentation, mais vraiment un moteur d'innovation et de performance. Bon, après, je vais être un petit peu catalogue, mais je vais vous en citer d'autres que j'ai vus. Donc, dans les recettes miracles, c'est bien sûr une équipe de direction forte, soudée, une agilité, une adaptabilité du modèle d'affaires, un business model clair, une gouvernance adaptée au stade de l'entreprise. Alors ça, c'est un des points qui m'importe beaucoup, c'est les sociétés qui parviennent à faire évoluer leur gouvernance en fonction des différents tours de table, en fonction de l'évolution des marchés auxquels elles s'adressent, etc., avec une équipe dirigeante et un board qui soit vraiment adapté aux besoins de l'entreprise. Et puis, qu'est-ce que j'avais encore d'autre en tête ? Un réseautage bien pensé, efficace. Et puis, très important, je pense, des partenariats stratégiques qui soient bien pensés, qui prennent pas trop de temps à mettre en place dès le départ et qui aient du sens pour l'entreprise. Un des sujets que j'ai eu beaucoup de plaisir à voir émerger ces dernières années, c'est celui de la finance durable. Alors, je parle pas des clichés qu'on peut avoir... que peut avoir le public non averti, mais vraiment des sujets, des pépites que j'ai pu recevoir, des équipes vraiment dédiées sur ces sujets de finance durable. Je pense à Sadhgana, Carbon Equity, Mirova, Kimpa, Ring Capital, Impact Partners, Briga, Strive. Enfin voilà, j'ai pas fini d'en énumérer. Et ça, c'est un sujet que j'ai vraiment essayé de creuser davantage dans les prochaines années dans le podcast.
Et puis, dans les sujets, les grands thèmes fintech qui me passionnent encore, alors je vous en cite certains parce que la liste est longue, mais c'est tous les sujets as a service, le lending as a service, payment as a service, les BaaS, mais aussi le rent-to-own, revenue-based financing, buy now, pay later, le reverse buy now, pay later. Enfin, on n'a pas fini de couvrir le scope. Et puis, super intéressé aussi par la wealth tech, intéressé de voir ce que eToro, Scalable Capital ou Finari déploient depuis quelques années. J'ai adoré découvrir tout ce qui tourne autour du Web3, de la crypto, de la blockchain, de manière très globale, et particulièrement intéressée par ce qui se passe autour de la tokenisation. Et je suis très curieuse de voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines années. Pour moi, c'est vraiment un outil formidable pour assurer une meilleure fluidité, une meilleure liquidité dans le non-coté. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui tourne autour du CFO Stack avec une myriade de solutions que je peux pas citer, mais qui donnent vraiment du sens pour les directions financières autour de la gestion de trésor, paiement des factures, la facilitation du travail de comptable. Et puis, je vais quand même aussi citer tous les sujets autour des startup studios. J'ai beaucoup aimé mes échanges avec Patrick Amiel, Quentin Nickmans et Camille Tian, qui ont des modèles complémentaires et qui sont très vertueux pour l'innovation. Bon, le dernier point dans les sujets qui m'ont intéressée, alors il y en a un, ça surprend les gens que je revienne toujours avec la réglementation, mais c'est vraiment un des éléments qui est quand même qui peut vraiment être un bloqueur, un deal breaker dans certains cas. Et ça, je continuerai à en faire. J'ai eu pas mal d'épisodes autour du sanction screening, le KYC, tout ce qui est autour de l'open banking, et ça ne va faire que je dirais s'alourdir dans le secteur. Donc, je garderai toujours ça en tête. Et j'étais très intéressée, en tout cas, d'avoir ces discussions avec Honduras, Forceline, etc., pour approfondir. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. C'est une étape marquante pour moi. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. Alors, je tenais à vous exprimer vraiment ma gratitude, mes chers auditeurs, votre fidélité, votre engagement au long de ces 3 années. Ça a été vraiment une vraie source d'inspiration et de motivation pour moi. C'est grâce à vos écoutes, vos partages, vos commentaires que FinScale a aussi pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Si je regarde vers l'avenir, mes next steps, c'est vraiment de continuer à explorer avec vous les confins de la finance, ses progrès, de plonger encore plus profondément dans ces nouvelles tendances, de dévoiler des secrets autour de nouvelles technologies, autour de, bien sûr, les modèles d'intelligence artificielle, de vous présenter des entrepreneurs que vous ne connaissez pas, des acteurs qui sont sous les radars. Donc voilà, ce voyage ne fait que commencer. Voilà, écoutez, je vous encourage à me contacter, me faire part de vos retours d'expérience, de ce que vous avez pensé de cet épisode, qui est une première pour moi. Si vous avez envie que je réitère l'exercice sous un autre angle, avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Chaque contribution que vous me faites compte beaucoup pour moi. Et je vous remercie encore une fois de votre fidélité, de cette passion partagée. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de FinScale. D'ici là, continuez à explorer, à apprendre et surtout à partager. Je vous embrasse très fort. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!